Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va continuer les qui veut être mon associé. Mais avant, je suis obligé de te préciser que je suis désolé donc, pour le podcast de la semaine dernière. Il n'y en a pas eu, tout simplement. Ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé de rater l'un de nos rendez-vous. Mais en toute sincérité, entre le travail, le retour des vacances, enfin bref, le cumul de pas mal d'éléments et de problèmes d'ailleurs pour tout à fait être transparent avec toi, je n'ai vraiment pas eu la possibilité d'enregistrer et de sortir cette émission. D'ailleurs, ça m'amène sur un point intéressant, c'est qu'avant de partir, j'ai eu cette réflexion de me dire tu devrais avoir un podcast de plus, justement pour cette semaine de rentrée, parce que ça me paraissait un peu court et je m'étais douté déjà à ce moment-là que j'aurais un peu de mal pour être présent. Et le fait est qu'en réalité, c'est une mauvaise organisation de ma part qui m'a conduit à cette situation. Donc je m'excuse encore de mon absence de la semaine dernière. J'espère que je ne t'ai pas trop manqué. Et en toute transparence, on va attaquer aujourd'hui avec une émission des Qui veut être mon associé. Mais avant, je voudrais aussi te souhaiter une bonne rentrée. J'espère que tu t'es bien reposé pendant ces vacances. C'est parti très fort avec les fonciers, l'actualité politique que je ne suis pas mais dont je suis quand même vaguement au courant. Bref, on aura eu une rentrée assez mouvementée et j'espère que pour toi, tout se passe pour le mieux. Sans plus de transition, Patrick Magnéto. Je m'appelle Olivier Rousseau, j'ai 34 ans, je suis originaire de Rennes, en Bretagne. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Ce jour, il est décisif pour moi parce que je pense que c'est un tournant pour mon entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'avec les investisseurs qu'on a sur le plateau, il y a cette possibilité d'exporter FlyCup à l'étranger, en Europe, mais aussi mon rêve aux États-Unis. Alors déjà, l'émission n'a pas commencé que je trouve ça très malin de sa part, dans la mesure où il a une société qui fonctionne, d'avoir comme plan et comme ambition d'utiliser les investisseurs pour s'émanciper, c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs, pour attaquer le marché international et particulièrement le marché américain, car tout le monde le sait, dès l'instant que tu arrives à t'externaliser, à t'internationaliser, tu augmentes ton chiffre d'affaires. Ça nous amène à une réflexion encore plus intéressante, c'est à la manière dont tu construis ta boîte dès le départ. Et je te pose la question du coup, est-ce que tu as une entreprise qui te permet de t'étendre à l'international, oui ou non? Et est-ce que tu as pensé cette société de manière à ce qu'elle puisse s'étendre à l'international, oui ou non? Et ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir en amont qui nous permet de nous ouvrir et de tout de suite faire grossir considérablement notre chiffre d'affaires. Et si c'est bien réfléchi, en toute logique, il devrait assez facilement réussir à convaincre ses investisseurs. Maintenant, voyons de quoi il est question. Pour comprendre le projet d'Olivier, rien de tel que de le voir en situation. Et pour ce faire, direction les coursives d'une salle de concert. Alors le concept FlyCup, c'est très simple, ce sont des packagings pratiques qui permettent de manger et boire facilement à une main et donc profiter du moment. On a 2 gammes de produits, une gamme pour les menus et une gamme pour les boissons. Le principe est toujours le même, un packaging, une prise en main et une main libre. On peut manger et boire facilement, transporter ses boissons, son menu et tout ça avec une seule main. Tous ces packagings, ils sont personnalisables. C'est la première fois que je vois cet emballage. Avant, c'est soit des cornets, soit des boîtes, c'est des sachets. Et là, il n'y a qu'un seul emballage en fait et on n'a qu'une seule prise. C'est très pratique. Pour le consommateur, c'est le même prix. Il a juste un produit beaucoup plus pratique et il peut transporter son menu facilement. Alors effectivement, il faudrait que tu vois l'emballage. C'est vrai que c'est un emballage particulier. Ça fait une espèce de plateau avec 2 compartiments aux 2 extrémités. Au centre, tu peux caler un gobelet, une boisson. Effectivement, tu tiens tout ça à une seule main. Je vais être tout à fait transparent avec toi. C'est peut-être la première fois que ça m'arrive. J'ai un problème avec ce produit. Je vais t'expliquer pourquoi. J'en comprends l'utilité et je vois l'aspect pratique et la plus-value qu'il apporte au consommateur. D'un autre côté, très bien, mais quel est le business model? Parce que je vois mal comment finalement tu te déploies. Je m'exprime peut-être un peu mal, mais en gros, ce que j'essaye de dire, c'est qu'un tel packaging associé à un restaurant, ça correspond tout à fait et j'en comprends l'utilité. Mais je ne vois pas pourquoi tous les restaurants partageraient tous le même packaging. Puisque le packaging, en tout cas de mon point de vue, fait partie de l'identité du restaurant qui le propose. Donc du coup, oui, c'est intéressant, mais voilà, je suis mitigé. En gros, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est-à-dire que je vois l'utilité, je trouve que c'est une bonne idée, mais je suis dubitatif quant au modèle. Donc, il faut voir maintenant le business model pour lequel il opte.
Et c'est ça qui réellement va faire qu'on va se dire oui, c'est intéressant ou non, ça ne l'est pas. Mais je te le dis en toute transparence, là tout de suite, j'ai un doute, je suis pressé de voir le business model. J'ai imaginé ce moment pendant énormément de temps et forcément je reprends ça, tout le chemin que j'ai parcouru, les périodes aussi un peu compliquées. Je me sens serein, je me sens conquérant, j'ai vraiment envie d'y aller. Je vais souffler un bon coup et penser au deal que je vais pouvoir faire sur le plateau. Bon, on va ouvrir et fermer une parenthèse sur les grands événements de ta vie. Comme là, pour lui, c'est un grand événement de vie. Il y a eu une préparation qui a été réalisée. Et ce qui est important, bon, tu le sais déjà ce que je vais te dire, mais c'est important de se le répéter. En réalité, quand comme ça, tu vas sur des événements pour lesquels il y a un enjeu, ce qui compte le plus, c'est la préparation. Et quand tu arrives, c'est de ne jamais avoir la pression. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai complètement conscience. Pourtant, si je peux te donner un conseil, et c'est celui que j'ai envie de te donner, en réalité, quand tu vas faire une présentation, quand tu participes à un événement, à une compétition, enfin bref, à ce que tu as envie, les jeux sont déjà faits. En fait, la préparation que tu as effectuée est égale au résultat que tu vas obtenir. Plus tu te seras préparé, plus tu vas avoir de gros résultats, moins tu vas te préparer, moins tu es sûr de réussir. Donc, le travail qu'on ne voit pas en général, c'est ce qui conduit au résultat que l'on voit en général. Et ça, c'est essentiel. Donc, prépare tes événements, prépare tes présentations, travaille-les le plus possible pour que déjà, ça soit naturel. En fait, on sait qu'une préparation, elle est bonne quand on l'écoute. Finalement, on ne se rend pas compte du travail qui a été fait. Il ne faut pas que ce soit du par cœur. Il faut que en fait, tu connaisses tellement bien ton texte ou ce que tu veux véhiculer ou ce que tu veux dire qu'au bout du compte, ça ait l'air presque naturel et puis que tu puisses en jouer. Moi, mon bon point, le curseur que je mets pour évaluer si je suis prêt lorsque je fais une présentation ou quoi que ce soit, c'est ma capacité à jouer avec le texte d'origine. C'est-à-dire que j'ai un texte d'origine, je le connais tellement bien que je peux rajouter des trucs et je ne perdrai jamais le fil. Voilà, je te donne mes façons de bosser. Après, tu les adaptes ou pas si tu as envie. Mais l'idée, c'est que tu comprennes que c'est ta préparation qui égale les résultats que tu obtiens. Voilà. Donc, prépare-toi et surtout, ne te mets pas la pression pour le jour J parce que les dés sont déjà joués. Jetés, je ne sais pas comment on dit. Bonjour à tous. Bonjour. Quelle entrée, quelle entrée. Je suis Olivier Rousseau, le fondateur de FlyCup. Et aujourd'hui, je recherche 140 000 € pour 7% du capital. Oula. Boum, il tape fort. Donc, 140 000 €, 7% du capital, ça fait une société valorisée à 2 millions d'euros. Bam. Bon, tu sais ce que je vais te dire, là, le ouch que tu entends, ça veut dire qu'en fait, soit il a un chiffre d'affaires, et je le répéterai à chaque fois dans ces émissions, mais donc soit il a un chiffre d'affaires sur lequel on peut s'appuyer et la valorisation sera validée et il aura son argent, soit il n'a rien que du vent, une idée et bien évidemment un permis, et je suis au regret de te le dire, mais il rêve. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. J'en connais plein des gens qui me disent « Ouais, ma boîte, elle vaut tant de millions d'euros, tant de centaines de milliers d'euros. » Les gars, tant que vous ne l'avez pas vendue, tant que vous n'avez pas l'argent sur votre compte, votre boîte, elle ne vaut rien. Et même si tu es dans des activités comme moi, où il y a des coefs, où il y a des règles, etc., il faut trouver l'acquéreur. Il y a les circonstances de la vente, ou plutôt je devrais dire l'environnement et l'état du marché au moment où tu vends, parce qu'on ne va pas se mentir. Quand tu es dans des périodes comme on est actuellement, vendre une société, alors on va quand même se dire les choses, en ce moment les sociétés elles se vendent, mais ce n'est pas la question. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a des conjonctures qui sont plus favorables que d'autres, tu le sais très bien. Ce n'est pas la peine de se masturber le cerveau sur des valos qui n'existent que dans ta tête. Encore une fois, je tiens à le dire, dans la mesure où il y a du chiffre d'affaires et que c'est cohérent, dans ces cas-là, ça sera OK. Mais dans la mesure où il n'y a rien, une idée et même un brevet, ben le ouch que tu entends là, il est complètement justifié. Donc, on va voir, mais faites très attention aux valorisations que vous apposez sur vos sociétés et même sur vos biens immobiliers. Moi, en ce moment, je vends des biens. J'en vends un autre là d'ailleurs récemment. Et au final, ben, on teste le marché. Et c'est le marché qui finit par avoir raison. Ce n'est pas ce que toi tu veux que tu vas obtenir. Alors des fois, ça arrive, mais des fois, ce n'est pas le cas. Donc, ne vous emballez pas et restez conscient qu'au final, il faut quand même justifier de données financières pour le prix que tu demandes. Alors, j'aimerais vous mettre en situation si vous l'acceptez. Imaginez que vous êtes 5 amis dans un stade et moi, écoutez, je suis en buvette, j'y travaille et je viens juste de finaliser votre commande. Est-ce que 2 d'entre vous
de me rejoindre au comptoir et récupérer votre commande, s'il vous plaît. Ouais, allez. Allez les grands là. Merci. Ça a l'air d'être physique comme truc. Allez, parti. Tony, Oui. pour vous, un menu complet. Je Burger, frites, boissons, classique. Et pour vous, Eric, voici vos boissons. Oui, Je vais vous demander de les prendre. oui, Commencez à rejoindre votre place. d'accord. Voilà, allez-y, je vous en prie. Alors, stop, stop, stop. Est-ce que vous pouvez faire comme la plupart des gens font, c'est-à-dire immortaliser ce moment avec un magnifique selfie? Non, mais là, je crois que ça va pas être possible. Eh ben, c'était avant Slide oui, Fly c'était Cup. avant Fly Cup. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Vous l'avez compris, je pense que vous avez été mis en difficulté pour pouvoir transporter, consommer C'est et vrai. surtout profiter du moment. Et c'est pour ça, justement, que j'ai créé Fly Cup. Ce sont des packaging alimentaires qui réinventent la consommation nomade. La preuve. Voilà. Alors, forcément, faire plus pratique, bon, c'est bien, mais faire plus responsable, c'est mieux. Je vais vous prendre l'exemple du foot. En France, à l'année, l'organisation des matchs génère l'équivalent de 5 piscines olympiques de déchets. C'est considérable. La vente à emporter en France, c'est 20 fois plus. C'est pourquoi la gamme actuelle que vous voyez ici sur le plateau est déjà à 100% recyclable, biodégradable et fabriquée en France. Et on est en train de mettre en place sur le marché la toute première gamme en France de contenants pratiques et réutilisables pour un objectif de zéro déchet. Bon, ce qu'il y a de bien dans cette présentation, c'est qu'elle est factuelle. Il donne à 2 des membres du jury 3 gobelets et à l'autre un hamburger et un gobelet. Chacun tient dans ses mains les 3 gobelets, donc avec tes 2 mains, tu sais, tu cales les verres les uns avec les autres et tu tiens le trio de verres. Et l'autre tient la boîte à burger et le gobelet, chacune dans ses 2 mains. Il demande, prends une photo, tu peux pas, c'est ce que tu viens de voir. Il vient de faire en 1 seconde, physiquement, la meilleure présentation à mon sens qui existe, à savoir, je te montre en conditions réelles que en fait, si on reste comme on est, ça marche pas. Tu peux pas prendre de photos, tu n'as pas tes mains libres. Et puis derrière, il prend ses fly cups, comme il les appelle. Et là, il te dit, regarde, il y a tout qui tient sur une main et tu n'as plus de problème. Donc, quand tu peux comme ça faire des présentations qui te mettent en condition et qui, de façon, je dirais, implacable, c'est-à-dire que tu ne peux même pas contredire ce qu'il vient de te montrer. Oui, c'est une réalité. Et c'est d'ailleurs ce qui me dérange, c'est-à-dire que moi-même, je suis obligé de consentir à cette présentation en reconnaissant que son produit est utile. Maintenant, le problème, c'est que je n'en vois pas l'utilité. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un paradoxe. Je reconnais que ce que je viens de voir, c'est pratique. Mais de là à me dire, je veux ce produit, tu vois, je suis dubitatif. Autre élément hyper important qu'il rajoute par-dessus et qui là, par contre, m'a vraiment impressionné, c'est les volumes de produits jetés, ce que ça représente et du coup la taille de marché. Donc il y a un marché, c'est certain. Maintenant, de là à prendre ce produit-là, pareil, je suis dubitatif. J'ai personnellement la sensation qu'il manque quelque chose à cette société. Je m'attends au brevet parce que de ce que je vois, le brevetage, c'est vraiment ce qui peut faire la différence en disant la valeur est dans le brevet. Et je compte sur le business model pour m'extasier devant l'entreprise. Mais là, comme ça, il n'y a rien qui me donne envie de mettre de l'argent. Et j'ai peur, entre la valorisation et ce qu'on vient de voir, malgré que la présentation soit indubitablement hyper efficace et il n'y a rien à dire, quoi. En fait, c'est une belle présentation, c'est tout ce que j'aime. Quand on te montre en pratique que c'est utile, j'ai la sensation qu'il n'y a pas d'argent à mettre dans cette entreprise. Maintenant, on va le voir de suite. Si je résume bien, votre entreprise, c'est des bouts de carton pliés. Il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. L'autre idée aussi de ces produits, c'est de permettre aux marques d'avoir une visibilité sur nos produits à l'intérieur des événements et à l'intérieur des stades dans lesquels on est présent. On travaille à la fois avec les lieux d'événements, les stades, les événements, les festivals, etc., mais aussi avec des marques qui utilisent nos solutions comme des supports de communication et de visibilité. Moi, si je suis ici, c'est que j'ai envie d'aller plus loin. Et pour ça, chers investisseurs, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour mettre en place cette gamme réutilisable sur le marché. J'ai besoin de vous aussi pour aller conquérir le marché de la vente à emporter. Et j'ai besoin de vous pour aller exporter notre concept à l'international. Je voulais juste conclure en vous disant que Fly Cup, c'est l'histoire d'une idée, c'est l'histoire d'une conviction, mais surtout, Fly Cup, c'est une histoire de résilience. Je me suis lancé sur le marché de l'événementiel en 2019.
6 mois plus tard, c'était le Covid. Donc j'ai eu 2 longues années où j'ai passé des moments très compliqués. Sincèrement, j'aurais pu arrêter 1000 fois Fly Cup. Mais je n'ai rien lâché. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, Fly Cup est présent dans tous les stades de la Coupe du Monde de rugby. Et ça, j'en suis hyper fier. Donc voilà, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, j'irai au bout. Mais à partir d'aujourd'hui, justement, si ce chemin, je peux le parcourir avec vous, ce serait super. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour le pitch. Bon, alors il n'y a pas de business model qui me laisse béat face à l'intelligence du montage. Il n'y a que de la publicité à apposer de l'autre côté. Alors, ce n'est pas réducteur. Je reconnais le concept, je reconnais l'idée, je comprends très bien qu'on y appose de la pub. C'est bien pensé. Maintenant, voilà, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Je vois l'utilité, mais en même temps, j'ai un peu du mal à comprendre. Je suis dubitatif. On n'a pas d'informations sur le chiffre d'affaires, donc j'espère qu'il y en a qui vont poser la question maintenant. Valoriser une entreprise 2 millions, c'est fort de Roquefort. Bon, il est présent sur tous les événements de la coupe de rugby, des stades de rugby. Bon, je sais pas, t'as compris, hein? Mais voilà, ça ne justifie pas une valo aussi importante. D'ailleurs, ce qu'on vient de voir, ça doit t'aider à réfléchir sur ton travail et sur ta société. C'est bien beau de bosser et d'avoir des idées et de se développer, mais il faut quand même que tu valorises ton travail par rapport à des concepts qui font que ta boîte prenne en valeur. Est-ce que tu as un business model singulier qui génère un peu plus d'argent que tes concurrents? Est-ce que tu as déposé un brevet pour protéger un concept que tu vas pouvoir peut-être développer, comme il le dit lui-même, à l'international? Pose-toi des questions qui créent une différenciation entre toi et les autres. Alors, son produit est différent des autres. J'ai un problème avec le produit, mais je souhaite que toi, en tout cas, tu te poses ces questions parce que je sais que ça peut t'apporter une grosse valeur ajoutée, une grosse différence dans l'effort que tu fournis pour ton entreprise. Justement, on peut les voir, les produits? Bien sûr, je vais vous les apporter, ouais. Je vous en prie. Merci. Bon, nous, on fait équipe. Kelly. Merci. Ouais. Ah là, celle-là, elle est personnalisée. Voilà. Mais c'est pas un peu moins écolo quand c'est personnalisé? Non, puisqu'on imprime à base d'encre végétale. Okay. Et du coup, nous, l'idée, c'est toujours d'avoir l'empreinte carbone la plus faible possible. On fait fabriquer en France. L'ensemble de nos produits sont 100% recyclables. Et surtout, on a 0 film plastique à l'intérieur. Vous avez démarré votre pitch en disant il y a 5 piscines de déchets dans les stades ou dans les événements. Et là, vous dites, pour que les gens n'aient pas à porter 2 gobelets dans chaque main, je vais leur faire un panier qu'il va falloir recycler, donc qui va remplir 7, 8, 9 piscines. Donc vous allez rajouter 3 piscines aux piscines sous prétexte que c'est recyclable. Mais il faut le recycler, le carton. Évidemment. Ça prend de l'énergie, ça génère du CO2. Donc pour le confort de porter 3 gobelets, vous recréez 3... Qu'est-ce que vous dites à ça? Alors, ce que je dis à ça, c'est très simple, c'est que nous, on est là pour remplacer ce qui existe. Souvent, quand on va aussi, parfois dans des événements, on nous donne des porte-gobelets qui existent aujourd'hui. Ah, ok. Nous, on les remplace parce qu'on est plus pratique et plus écologique. On est aussi là pour remplacer la boîte burger que vous avez pu avoir dans les mains tout à l'heure, la barquette de frites, parfois aussi le sac. Donc on est là pour proposer à l'ensemble de nos clients de remplacer les packaging existants. Ça, c'est par très Fly Cup. intéressant. Ça veut dire qu'on peut mettre les frites et le burger là. Oui. Et que du coup, ça élimine les 2 piscines de boîte à beurre. Voilà. Pardon, je ne vous l'ai pas expliqué, on est contact alimentaire. Et comme on est contact alimentaire, on remplace les emballages existants par ceux-ci. Bon, effectivement, on n'avait pas cette info. Marc Simoncini fait bien de poser la question. On supprime les 5 piscines olympiques de déchets et grâce à ce produit, on les remplace. Et en plus, donc, on est entièrement biodégradable, réutilisable, recyclable, etc., etc. C'est pas mal. Effectivement, c'est un détail qui n'est pas négligeable. Maintenant, est-ce que ça va faire la différence? On va le savoir, à mon avis, dans une seconde. Ok. Et qu'est-ce qui peut justifier une valo de 2 millions? Vous en avez vendu combien aujourd'hui à date? Alors, on a fait un chiffre d'affaires en 2022 de 150 000 € pour 500 000 Fly Cup vendus et une vingtaine de clients. 2023, on ambitionne un chiffre d'affaires de 200 000 €. On a une quarantaine de clients et on a 50% des clubs de Ligue 1 aujourd'hui en France. On a eu la chance, effectivement, de faire un deal avec la Coupe du Monde de rugby. Et on ambitionne justement les Jeux Olympiques et 700 000 € de chiffre d'affaires.
Mais même si 700 000 ils sont garantis, qu'est-ce qui justifie une valo à 2 millions? Ou alors c'est des marges de 98%? Alors aujourd'hui, nos marges, elles sont de 60% en moyenne sur nos produits. On a des produits que l'on vend entre 15 et 60 centimes selon la typologie des produits. Donc les produits que vous voyez là, les fly cups que je vais appeler menus, sont vendus entre 30 et 60 centimes et on marge à 45% en moyenne. Les produits ici boissons sont vendus entre 15 et 30 centimes et on marge à peu près à 65%. Non mais gagner de l'argent c'est très bien, mais il faut aussi que les investisseurs puissent en gagner. Oh, bien sûr. Il est chafouin. Et là, non mais là je suis désolé de revenir là-dessus. 1,8 million, 1,9 million de valo, au secours. Non mais Alors, ouais, mais je vous explique. Bah oui. Non mais Il va falloir expliquer différemment de la première fois. Non, mais après, les 140 000 euros qu'on demande, ils font partie d'un package un peu plus global de notre levée de fonds. ouais. Aujourd'hui, on est sur une levée de fonds de 1 million d'euros. Vous avez trouvé combien sur le million d'euros que vous cherchez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 50% en dilutif et 50% en dette. Sur les 500 000 euros de dette qu'on veut aller chercher, on a réussi à aller chercher 200 000 euros. Ouais. Et sur les 500 000 euros sur la partie equity, on a une partie qu'on va aller chercher avec une plateforme de crowd equity, de crowdfunding, qu'on a commencé il y a à peu près 2-3 semaines. On a déjà collecté 50 000 euros. Il y a un petit fonds impact qui a mis un peu moins de 50 000 euros dans notre projet déjà. À cette valo-là, bien sûr. À cette valo-là, ils se sont arrêtés à cette valo-là. Et surtout, le marché sur lequel nous on veut aller, c'est la vente emportée avec la restauration rapide pour proposer ces solutions réutilisables qui vont dans le sens des nouvelles réglementations qui arrivent. Ouais, ça c'est très bien, sauf qu'on n'a aucun élément d'appréciation de ce que va donner ce nouveau marché. Nous, pour l'instant, on peut s'appuyer que sur le marché que tu as défini. C'est-à-dire que tu dis, je vais inventer un modèle, mais on ne le voit pas ce modèle pour l'instant. Alors, le modèle aujourd'hui, enfin, le produit, il ne va pas remplacer celui-là. Il va compléter celui-là. Mais le vrai produit, c'est celui qui arrive. C'est ça. Le vrai produit avec cette projection, effectivement, vente à emporter plus événementiel, c'est celui qui arrive, c'est celui qu'on a prototypé et il est prêt à être lancé en 2024. Bon, alors on va arrêter ici et puis on va rentrer un peu d'abord dans les explications. Je comprends un peu maintenant mieux comment il a basé son prix. Il est en train de lever 1 million d'euros qu'il a ventilé, donc il a découpé en deux d'abord. Une partie dette, donc globalement il est allé voir des banques et pour l'instant il a réussi à choper 200 000 euros de dette. À mon avis, il va faire un cofinancement avec deux établissements. Comme il en a une maintenant qui lui donne 200, il peut trouver une deuxième banque qui va lui donner 200. Tu vas me répondre, il n'a toujours pas ses 500 000 euros. Enfin, il n'en est pas loin, hein, à 100 000 balles près. D'ailleurs, tu remarqueras la façon dont Marc Simoncini a été ébahi du fait qu'il ait trouvé des personnes qui suivent à cette valo sans aucun élément en face. Parce que c'est ça qui est hallucinant dans ce projet. C'est-à-dire que le mec te sort un chiffre qui n'a aucun comment dirais-je, il ne trouve pas écho dans aucune comptabilité carrée qui te justifie d'une valorisation pareille. C'est-à-dire que quand tu donnes un prix de quelque chose, il faut que ça puisse se justifier. Il faut que tu puisses dire, c'est ce prix parce que mon activité se monnaie coef de temps. Alors des fois tu as des coef, tu vois, coef de 4, coef de machin. Et du coup, comme il y a des coef, eh bien, je peux demander ce prix-là. Donc, généralement, on sait les activités dans lesquelles il y a des coef, on connaît la rentabilité et les attentes des investisseurs sur ces activités-là et on peut justifier de certains tarifs. Là, on est face à quelqu'un qui va chercher 1 million d'euros. Donc, je t'ai parlé déjà des 500 premiers 1000 qu'il n'aura pas pour l'instant, mais on est plutôt sur 400 000 de ce que moi je crois voir. Et encore, comme je t'ai dit, il a chopé 200 000 auprès d'une banque. Je pense qu'il peut arriver même à choper les 300 000 manquants. Je pense que niveau bancaire, il peut y arriver. De l'autre côté, il fait de l'equity. Donc là, il va resplitter ses 500 000 euros. Il l'a dit lui-même. Il va aller sur des sites internet, tu sais, comme Kickstarter, où il va finalement récupérer l'argent de gens comme toi et moi jusqu'à ce qu'il atteigne le montant de la cagnotte qu'il aura fixé. Il est là à l'émission pour choper 140 000 euros. Donc, 500 000 euros moins 140, on peut dire qu'il va rester 360 à aller chercher. Et il a récupéré après des fonds divers et variés. Bon, on est en France, on est en Europe, il y en a partout qui traînent. Il a déjà chopé aussi 50 000 euros, toujours sur la base de cette valo. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'en fait, c'est pas bête ce qu'il fait. Il a chopé ce million d'euros, qu'il ajoute au chiffre d'affaires qu'il a fait déjà. Il a secoué. Il devait arriver, à mon avis, à un truc comme 1,5 million, 1,3 million, 1,4 million. Il s'est dit, bon, allez hop, je demande 2 millions en avant Guingamp. Ça passe ou ça casse. Je ne cautionne pas, on est d'accord? Je trouve la démarche pas cohérente et ça enlève de la crédibilité au projet. Déjà que le projet, en ce qui me concerne, j'avais un énorme doute parce que je me dis, bon, c'est utile, mais de là à en vendre, en acheter, à se lancer là-dedans, discutable. Mais de demander des chiffres aussi farfelus,
ça t'enlève toute crédibilité. Donc ne fais jamais ça. Ce que tu dois comprendre, surtout si tu écoutes cette émission, c'est que si tu valorises ta boîte, valorise-la de façon cohérente. Il vaut mieux avoir 500 000 euros de quelque chose et un très bon investisseur avec toi qui te fait passer au niveau supérieur. Plutôt que demander 2 millions d'euros de rien du tout que tu n'auras jamais, passer à côté de ta présentation, passer à côté de ton potentiel financier et finalement rentrer bredouille. Et ça, c'est vraiment des réflexions que tu dois avoir parce que le business, c'est quand même, c'est quand même un monde où le marché finit toujours par avoir raison. Quand tu t'exposes à des investisseurs comme ça, quelqu'un qui te donne de l'argent, il ne te le donne pas en fait. Il attend au départ un retour sur investissement. Là, les investisseurs, ils sont là pour prendre de très gros risques. Ils le savent. Donc, tu as plus de chances de choper de l'argent qu'ailleurs. C'est vrai. Mais ils ne vont pas prendre des risques inconsidérés. Et ça se voit comme le nez au milieu du visage que ce n'est pas calculé son truc. Donc, parfois, il faut savoir se modérer. Il faut savoir se dire « j'abuse, ce n'est pas cohérent ». Cale-toi sur des tarifs qui proposent à la fois des retours sur investissement, à la fois qui donnent de la prestance, qui donnent du sérieux au projet. Tu auras plus de chances de le sortir qu'à vouloir trop. Tu finis par être ridicule. Passe-moi l'expression, je ne cherche pas à l'attaquer. Je n'attaque personne d'ailleurs. Mon but ici, c'est de te montrer comment tu dois réfléchir pour avoir de l'argent, pour lever des fonds, pour passer à l'étape supérieure. Mais ça veut dire que les points de vente dont vous parlez, il faut qu'ils mettent en place une consigne alors? Ça veut dire que les 50 000 points de vente… Quand je suis chez moi avec vos gobelets, excusez-moi, mais Non, je vous en prie. je vais acheter mon burger dans le truc de quartier qui n'est pas une grande chaîne. Je vais manger ça dans ma bagnole, le truc. Il faut que je revienne apporter à chaque fois mon gobelet et donc que j'ai un point de retour, de consigne. Partout, vous avez mis vos gobelets. C'est le principe de la réutilisation et de la consigne. Il y a des systèmes aujourd'hui de collecte qui sont en train d'être mis en place. Et aujourd'hui, on sait que c'est le chemin que va prendre effectivement cette loi-là. Et c'est aussi les habitudes de consommation qui changent. C'est que dans quelques années, 2025-2026, il y aura aussi des lois qui imposeront de la vaisselle réutilisable en vente à emporter. Bon, ça c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. En tout cas, moi, dans ma région, il y a de plus en plus de consignes. Malheureusement ou heureusement, c'est la direction que nous sommes en train de prendre. On repart avec sa vaisselle et on la garde. On te rend 1 euro ou 2 euros quand tu ramènes le verre. Marc Simoncini a l'air choqué, mais en tout cas, moi, dans ma région, c'est déjà en place depuis pas mal d'années déjà d'ailleurs. Donc, je ne suis pas, moi, choqué outre mesure pour la consigne des gobelets. Par contre, c'est vrai qu'après, encore une fois, mais dès le départ, je te l'ai dit, ce qui me concerne, je ne vois pas l'intérêt du produit outre mesure. Maintenant, j'entends, voilà, il y a un côté pratique. Mais bon, de là à investir là-dedans, pour moi, c'est farfelu. Et encore une fois, tout ça parce qu'on a fixé une valorisation délirante. Le même projet, avec une valorisation raisonnable, il aurait peut-être eu un visage, un aspect différent. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Bon, moi, je vais me lancer du coup. D'abord, félicitations, parce que vous avez à la fois un pitch super clair. Vous avez répondu parfaitement à toutes les questions. Donc vous êtes resté calme, souriant, clair, posé. Vous connaissez votre truc par cœur. La mission est belle. Malheureusement, c'est tellement pas mon domaine que je ne peux pas vous accompagner, mais vous avez tous mes encouragements pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Merci Marc. Vraiment. Merci beaucoup. Bon, moi, je partage complètement son avis. Je te l'ai dit dès le départ. Quand tu as un produit et que tu as la chance comme lui de pouvoir mettre en situation les gens et de les confronter aux problèmes et ensuite de leur mettre dans les mains la solution, c'est la manière la plus efficace de vendre et d'atteindre la cible. Ça, tu peux le retenir pour la suite. C'est vraiment l'exemple type du meilleur pitch qui existe sur la planète. En tout cas, le plus efficace. Maintenant, je trouve que Marc Simoncini est un petit peu gentil avec lui parce que bon, peut-être qu'il apprécie la mission et je peux le comprendre, mais il y a aussi quand même le problème de la valo qui s'appose au-dessus de tout ça. Parce que certes, on est sur un domaine particulier, mais on ne peut pas éluder cette question. Bon, je pense que les autres vont le lui dire. Après, ça c'est aussi un point important. C'est compliqué de se lancer dans des domaines dans lesquels tu n'as aucune connaissance. Là, on est sur quelque chose de très particulier. Je dirais qu'on est quand même dans des domaines de l'imprimerie et du carton. Et en plus dans le domaine de l'événementiel et de la communication. C'est très spécifique, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est aussi, je pense, ce qui fait que le projet n'est pas si déconnant que ça quand même. Parce que je pense que s'il avait un business model bien calibré, il pourrait peut-être proposer des produits carrément gratuits, c'est-à-dire à sa clientèle gratuite, payés par la pub dès l'instant qu'il aurait un large champ de diffusion.
Et ça pourrait faire la différence. C'est pour ça que j'avais des attentes sur le business model, parce que je pense qu'un business model intelligent, disruptif, ça peut faire toute la différence. Mais malheureusement, on n'y a pas eu droit. Bon, c'est un business super malin. J'ai pas de doute sur le fait que ça peut fonctionner. C'est-à-dire que ça paraît complètement bête, mais en réalité, ça répond à une véritable problématique. S'il y avait que ce business de carton, je me dirais, OK, ça peut être sympa, on peut vraiment scaler le truc, on peut signer partout, et après, ça peut vraiment générer du cash, et il n'y a pas de risque. Mais là, faire partie d'une levée plus globale, donc de 500 000, plus 500 000 de dettes, sérieux, j'ai peur que sur une bonne idée, un bon business, en levant 1 million au total, finalement, vous vous retrouviez à aller trop vite, à faire des conneries, à cracher la boîte. Alors que là, vous tenez quelque chose qui peut bien fonctionner. En fait, c'est plutôt ça mon analyse. En levant trop d'argent, ça va vous pousser à faire des conneries. Et donc, c'est pour cette raison que je ne vais pas vous suivre. L'analyse est pertinente parce qu'il y a un adage qui est connu dans le monde du business qui dit qu'on prend des risques, enfin plutôt non, c'est autant risqué de manquer d'argent que d'avoir trop d'argent. En gros, et ça on l'oublie trop souvent, une boîte qui manque d'argent, elle fait faillite. Mais parfois, il y a des boîtes, lorsqu'elles reçoivent trop d'argent d'un coup, qu'elles ne sont plus capables de suivre, elles périclitent de la même manière. Comme quoi, les deux extrêmes se ressemblent vraiment énormément et on n'y pense pas suffisamment. D'autant que, et il a raison, se retrouver dilué au milieu comme ça d'une pléiade d'investisseurs du côté, pour les 500 000 euros qui vont être placés en crowdfunding et de l'autre côté par des banques qui vont être en position dominante au vu des montants de la dette qu'elles vont détenir sur la boîte dans une entreprise comme ça en plein développement, ça ne rajoute pas de la confiance aux investisseurs pour qu'ils rentrent dans le navire. Ça aussi, c'est un élément auquel il faut que tu penses. Les affaires, ça n'est essentiellement qu'une question de confiance. Plus tu attires de la confiance à toi, plus tu auras de l'argent dans tes poches. Parce qu'en réalité, quand on donne de l'argent à quelqu'un, c'est qu'on a forcément confiance en lui. On n'irait pas confier de l'argent à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Et là, en fait, quand tu réfléchis avec la vision d'ensemble, celle que vient de te donner Derrick, mes analyses et tout ce que tu as pu entendre jusque-là, c'est pas rassurant de mettre ton argent dans une boîte qui accélère très fort et qui en plus se ramifie au niveau des investisseurs parce qu'elle veut avoir de l'argent, de l'argent, de l'argent. Du coup, il y a de plus en plus de gens qui donnent leur avis et tu le sais comme moi, plus on est nombreux à donner notre avis, moins on avance vers nos objectifs. Je vais enchaîner. Moi, en fait, tu m'as un peu déçu. Donc, tout le monde a dit que tu avais été super bon. Mais tu m'as un peu déçu parce que justement, tu as un discours qui est assez génial. Et en fait, depuis le début, on tourne autour de deux choses. C'est le carton d'un côté et puis le réutilisable de l'autre. J'ai été un peu frustré parce que je pensais que tu allais avoir des réponses plus fortes et que tu allais résoudre ces problèmes-là et que j'allais me dire, tiens, enfin, voilà. Vive Rousseau, il a résolu tous les problèmes auxquels effectivement plein de gens aujourd'hui réfléchissent et pour l'instant personne n'a de solution. Voilà. Et c'est pas vraiment le cas et on reste après au stade et on reste sur le carton et auquel cas si c'est ça, reste dans l'autofinancement, prends tes dividendes chaque année, t'as pas besoin d'investisseurs. Je comprends. Raison pour laquelle donc je n'irai pas, tu l'as compris puisque j'ai pas trouvé la voie. D'accord. Je vais y aller. Vas-y Philippe, vas-y. Olivier, c'est un beau projet, il est sympa, vous êtes agréable. Vous pitchez bien, vous maîtrisez bien votre sujet, vous avez su être résilient. Il y a un marché, mais pendant votre pitch, effectivement, vous ne nous avez pas démontré la scalabilité que vous allez prendre lorsque vous allez surfer sur cette vague-là. Parce que je suis désolée, 2022, 150 000 euros. Pour en 2023, 200 000 euros, 50 000 euros de plus. Je ne vois pas effectivement d'accélération de ce côté-là. Je pense qu'on est sur un business qui est pratique et qui facilite la vie aux gens. Mais est-ce que ça nécessite 1 million d'euros de levée ? Là, j'en suis vraiment pas convaincue. Enfin, c'est pas ma vision des choses. Et comme j'ai pas une vision semblable à la vôtre, je ne peux pas y aller. Je comprends bien. Bon, alors je t'ai mis un package des deux, parce que je trouvais intéressant d'abord la dualité avec Jean-Pierre qui dit que le pitch était pas si bien que ça et la dame qui dit à la fin qu'elle a bien aimé le pitch. Et c'est vrai qu'en fait, on peut avoir des avis différents. Moi, je fais partie de ceux qui ont aimé le pitch, mais c'est pas vraiment important. Ce qui ressort malgré tout, c'est ce chiffre d'affaires, la valorisation et la justification du million d'euros. Parce que c'est vrai que j'ai complètement zappé de poser la question habituelle, mais à quoi va servir ce million d'euros ?
Là où je rejoins un petit peu ce qui a été donné en filigrane aussi, c'est que c'est quand même une entreprise, entre guillemets, qui a l'air rentable. On va dire que par rapport à ce qui est fait, il pourrait continuer sur sa lancée de son côté. Quelque part, pourquoi lever des fonds? Pour aller aux États-Unis, pour aller à l'international. Ok, mais pourquoi? Alors comme a dit Marc, il a un beau projet, il a une belle mission, mais il n'a pas besoin d'avoir plus d'investisseurs à ses côtés que ça. Je garde le suspense pour la fin, tu as compris, il reste Tony Parker. On sait qu'il fonde ses espoirs sur Tony Parker. Il aimerait avoir Tony Parker comme investisseur parce que ça serait à la fois une image de marque et à la fois un partenaire de choix. Et c'est intéressant parce qu'au final, on pourrait se demander finalement si tout ça n'est pas une opération de communication parce que plus je réfléchis au business qu'il a, plus je réfléchis à ce qu'il est en train de faire et d'un point de vue de son entreprise, c'est assez malin de tout simplement passer à la télé, échec ou réussite, peu importe, puisqu'il est dans un business de com. Quand tu réfléchis à ça, le fait de porter à la connaissance nationale l'existence de son produit au travers de cette émission, eh bien, c'est un atout et peut-être une manière pour lui de signer encore plus de partenariats, ce qui va faire augmenter son chiffre et ce qui va lui permettre d'obtenir ses levées de fonds. Il y a un dernier élément que je veux préciser, c'est que bien évidemment, tu le sais, ton humble serviteur a fait des recherches. L'entreprise a l'air d'être toujours en fonctionnement. En tout cas, il n'y avait pas d'indication sur le fait qu'elle soit fermée. Je n'ai pas vu d'entrée au capital, donc je vais tout de suite lever le voile, mais il n'y aura pas, et je ne pense pas que Tony Parker investisse dans sa société. Donc voilà, comme ça c'est dit. Par contre, c'est vrai que je rejoins ce qui vient d'être dit. Je ne vois pas non plus une explosion du chiffre d'affaires par rapport à, on va dire, les 150 000 euros aller aux 200 000 euros. Ce n'est pas une exponentielle. Donc, quand on parle de scalabilité, ce que cherchent en l'occurrence normalement tous ces investisseurs, elle n'est pas non plus démontrée ici. Donc, malheureusement, c'est vrai que c'était à peu près normal que ça ne fonctionne pas. On va voir maintenant ce que dit Tony Parker. Olivier. L'idée, elle est bonne. Elle est simple. Et des fois, les gros projets, ça commence avec une idée simple. Franchement, c'est un projet, j'aurais pu y aller, mais la valo, franchement, je suis d'accord avec Eric et je rejoins tout le monde. Enfin, c'est impossible. Je vois même pas comment... Qui t'a conseillé de faire une valo comme ça mais c'est vraiment dommage parce que j'aime bien ton énergie. Je me serais bien vu collaborer avec quelqu'un comme toi. Tu sais que tu peux faire une offre, tu oublies sa valo. non, mais tu t'en fiches. On est tellement loin, Eric. Je veux pas manquer de respect à la valo. Et la valo, je pense qu'il peut même pas y toucher. Olivier, parce qu'il y a le crowdfunding et tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Écoutez, je suis navré de vous avoir offusqué avec cette valo-là et de penser que vous comparez. C'est ton projet, hein, c'est ta société. Non, mais je comprends, mais penser de vous comparer à du crowdfunding, etc., c'était pas en tout cas l'intention. La valo, elle a été... je vais pas revenir sur le sujet, elle a été soumise à ce niveau-là par rapport à ce que j'ai pu vous expliquer. Je reste pas fermé, je suis pas quelqu'un qui est buté et qui ferme la porte. Donc voilà. Jusqu'à combien vous êtes prêt à aller? Dis donc... C'est le moment, s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant, c'est tout. Voilà. Sinon, ce que je peux faire, je me prends 5 minutes et je vous refais une proposition. Vas-y. Allez, on te laisse une chance. Exactement. Allez. Merci. Ceci dit, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre, la proposition, hein, Zoli. Deux choses et qui sont réelles. Tony Parker a raison. Les idées les plus simples sont parfois les plus intéressantes. Et c'est vrai que son idée, en termes d'utilité, elle est indéniable. Et là-dessus, il m'a fait réfléchir. Et je suis honnête, je comprends ce qu'il dit. Après, la réaction face à la situation qu'il vient d'avoir, elle est parfaite. Si tu veux quelque chose et que tout le monde te dit « mais non, mais c'est pas possible, etc. etc. » Changer d'avis, ça fait pas de toi un con. Hein. Excuse-moi, je suis vulgaire parce que tu connais la phrase. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. C'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui restent butés, bornés pour diverses raisons qui ne me regardent absolument pas. C'est une énorme erreur. Là, de sortir pour réfléchir, revenir faire une proposition, je suis très curieux, j'ai hâte de voir la suite, c'est la meilleure chose à faire. Ça prouve que c'est un bon entrepreneur et la suite va être, à mon avis, très intéressante. Tiens d'ailleurs, comme je n'ai pas vu la suite, je vais faire une petite spéculation avec toi.
Tu vois, par exemple, s'il divisait la valeur par 2, j'apprécierais grandement le geste et je reconsidérerais, en tout cas si j'étais investisseur, mes positions sur la vision qu'il a de sa boîte. Et encore, je te le dis quand même comme je le pense, ça resterait surévalué, mais au moins, ça montrerait qu'il a compris le message. Et ça a de la valeur parce que ça veut dire que tu travailleras avec un gars qui a l'intelligence d'écouter ses collaborateurs et d'ajuster en fonction des retours du marché. Si tu comprends ce qui vient de se passer là, et si tu comprends que ce qu'il fait, c'est la bonne démarche, tu comprends comment marchent les affaires, il y a des chances que tu gagnes du pognon. Et je te le souhaite. Moi, je vois pas comment il peut descendre à une valo qui sera correcte pour nous. Je vois pas comment il peut faire. Parce que tu prends 30-40% et tu te reconcentres sur ce que vous avez dit, ce produit-là, tout ce qu'on a dit. Oui, Parce que moi, après, demain, j'appelle tous les clubs, tous les stades. J'appelle les clubs et les stades. Et tu prends c'est rapide, 40% sur ça. Moi, c'est ce que je voulais. Je veux dire, Ouais. je voulais qu'ils Ouais. disent, bon, bah, ok, Tony, pour toi, 30%, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Ça, mais je pense c'est un pas. objet purement publicitaire. Demain, tu es dans un concert de Beyoncé ou autre, exactement. tu mets des cosmétiques là-dessus. Même moi, je te les paye, hein, les 200K pour la soirée. Hein. Ouais. Je te les paye. Hein. 200K pour la soirée pour mettre ton nom sur un bout de carton comme ça. Bien sûr. Ah bah alors là, dis donc. Mais Ouais. bien sûr. Bon, j'appelle Beyoncé, 10%. Ah oui, Moi, je te les Tony a paye, une les salle, 200K. hein. Tony. on a un sponsor, il manque que Beyoncé. Moi, c'est ça. Bon. Ah, voilà. Alors, Olivier, Tony, j'ai bien entendu, donc j'ai bien entendu toutes vos remarques. J'ai personnellement envie qu'on y aille ensemble. Et pour ça, je vais faire une offre qui, je pense, va aller dans votre sens. Et je vous propose 200 000 € pour 20%. Alors, ça va prendre du temps. Ça va me prendre beaucoup de temps. Il va falloir ouvrir le carnet d'adresse, le réseau. Moi, je vais rester sur ce que j'avais écrit sur mon calepin. Et je pense que c'est ce que ça vaut. Parce qu'aujourd'hui, je trouve pas que ça vaut 1 million d'euros aujourd'hui. Parce que tu viens juste de commencer et il y a un taf monstre. Moi, j'ai envie de t'accompagner. Moi, je suis prêt à investir mon temps et appeler toutes les salles, tous les stades pour justement le mettre partout dans le monde entier. Mais moi, je suis prêt à le faire pour 30%, pour 150 000 €. tu es face à la décision la plus importante de ta vie. Je suis obligé de couper. Je m'éclate, c'est trop bien. Donc en fait, c'est très intéressant. Parce que là, si tu analyses ce qui vient de passer, ça te mène à réfléchir. Regarde bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a dit Tony Parker? Il avait écrit un prix sur son carnet. Or, il a demandé au chef d'entreprise de reconsidérer son offre. Il l'a poussé à parler en premier. C'est très intéressant parce qu'il l'a amené à réduire son prix en sachant qu'il n'arriverait pas au prix que lui voulait pour enfin reposer sur le tapis son offre à lui pour qu'elle paraisse plus raisonnable que ce qu'elle était au départ. Et c'est hyper intéressant, tu viens d'apprendre une leçon de négociation qui est énorme. Je t'invite vraiment à y réfléchir parce que tu viens de voir comment on fait pour arriver à amener un tarif à un prix plus raisonnable tout en sachant que il faut savoir derrière jouer sur des leviers psychologiques. Pourquoi Tony Parker a pu faire ça? Parce qu'il l'a dit. Et d'ailleurs, le passage est d'anthologie. Tu vois, là, je t'ai coupé avant qu'on ait la réponse. Et Eric, derrière, remet une couche en disant « c'est la décision la plus importante de ta vie ». Parce qu'en fait, regarde. Donc, maintenant que tu as compris la première étape que je viens de t'expliquer, on passe à la deuxième étape. Tony Parker, donc, amène son interlocuteur à réfléchir, à reconsidérer son offre à la baisse. L'autre, il va réfléchir, il revient, il donne son tarif qui est 50% moins cher. Quand il te dit 200 000 € pour 20%, tu as compris ce qu'il est en train de faire. Lui, il est en train d'essayer de remplir son vase de 500 000 € en crowdfunding et levée de fonds extérieure parce qu'il a déjà commencé à remplir son vase
côté bancaire de 200 000 euros, il sait qu'il va aller les trouver, les 200 ou 300 000 euros qui manquent. Et si là, il chope les 200 000 euros avec Tony Parker, c'est une commodité pour arriver à son million d'euros. Donc, le fait est que je vais quand même finir mon truc. Donc, Tony Parker le fait partir pour réfléchir. Il revient, lui, il fait une proposition à 200 000 pour 20% pour essayer de remplir ses 500 000 euros. Et là, Tony Parker, avant de prendre la parole, il dit... Ça va être long, ça va être difficile, je vais appeler tout mon réseau et je vais t'aider à être partout à l'international. Et là, si tu comprends ce qui est en train de se jouer, il est en train, avant même de donner son offre, de valoriser la position qu'il pourrait avoir dans la boîte sans même amener d'argent. Parce que ça a une valeur en fait. Le gars, il a joué en NBA, il connaît des sportifs de tous les horizons. Et pour avoir été dans le milieu sportif de haut niveau, je peux te dire que derrière les sportifs de haut niveau, ils se placent partout, ils ont des bons postes. Et c'est un vrai réseau, le sportif de haut niveau. Tu peux les appeler, etc. Surtout quand tu les as côtoyés. Surtout si tu l'entretiens, c'est encore mieux. C'est pas mon cas, mais on le sait tous. Moi, demain, il y a un nageur qui vient me voir. J'aurai une affection pour lui naturelle, en fait. Elle est naturelle, mon affection pour les nageurs. Parce que j'ai été nageur, etc. Bref, peu importe. Donc, si tu veux, là, c'est hyper intéressant parce que avant même de faire son offre, donc, il place les bons mots pour après donner sa valeur et finalement le prix qu'il est prêt à mettre. On est à plus grand chose au bout du bout. La question est maintenant qu'est-ce qu'il va faire, sachant que s'il accepte cette proposition, c'est assez paradoxal parce qu'il va revenir sur sa valorisation initiale, mais il rentre avec lui un associé d'une certaine envergure. Et il faut quand même le préciser, Tony Parker ne l'a pas fait, mais moi j'aurais exigé le fait que finalement, il n'y ait pas tous ces autres associés qui rentrent parce que Tony Parker, à lui seul, il peut faire décoller cette boîte. Maintenant, ce n'est pas sûr que l'accord se trouve parce qu'on est quand même très loin du départ et que ça compromet pour beaucoup la levée de fonds qu'il était en train de faire. Maintenant, c'est aussi une stratégie de Tony Parker parce qu'il l'arrête finalement dans la course de la levée de fonds pour le ramener à lui et prendre possession de la boîte. On va voir ce qui va se passer, mais je trouve ça hyper intéressant. Je crois profondément en mon entreprise, à tout le potentiel qu'on peut aller faire, et pas qu'en France, comme on a pu y discuter. Et je crois profondément aussi en l'avenir, avec les lois et avec tout ce qui va arriver. J'ai envie d'une relation fair, qui part sur de bonnes bases, et je crois profondément aussi en tout ce que vous pouvez nous apporter. J'ai pas juste envie d'un portefeuille, je suis dans qui veut être mon associé, pas dans qui veut être mon banquier. Et je crois profondément en ce que vous me proposez, toute la valeur de votre réseau et de votre expertise. Et pour ça, je dis oui. Bravo! Wow, super! J'ai cru qu'il allait dire non. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'était dur, hein? Ouais, j'imagine. Bah, tu peux compter sur moi. T'es vraiment, non mais franchement, t'es vraiment très très beau. Parce que là, j'ai cru que t'allais dire non. Il a fallu aller le chercher, c'est là. Bravo. Bravo, super. Il va à fond, c'est parti. Bravo. Merci beaucoup. C'est parti. Salut, hein. Salut. Super. C'est incroyable. C'était les montagnes russes, un ascenseur émotionnel incroyable. Je suis content comme ça, je suis ravi. Tony Parker, c'est Tipeee, c'est incroyable. Et c'était mon rêve de le rencontrer déjà à la base. Donc d'être associé avec lui, c'est juste le bonheur, incroyable. Franchement, bravo. Il va finir directeur général de l'Asvel, lui, tu vas voir, ça va commencer par le bar et il va franchir toutes les étapes. C'est quoi, si ça marche pas, tu le mets autre chose, lui. Ah oui, Non, mais j'aime beaucoup, franchement, j'adore. Oui, enfin, ça, t'habitues pas à ça, on fera pas à tous les coups Tony Parker. Hein. Si on veut y aller, Mais j'apprécie l'aide de mes camarades. Tu verras Eric, s'il veut faire un deal et que t'es dessus, il dira plus Tony Parker. Il dira, j'ai fait une licorne. Je sais industrialiser. C'est ça. Ah, mais Bon, écoute, ils ont signé. Alors, tout à l'heure, je t'ai donné une info qui était qu'il n'y a rien qui apparaît sur les statuts de la société. Et effectivement, je te confirme, j'ai même téléchargé les statuts et tout, j'ai tout regardé. Je n'ai pas vu de traces de Tony Parker. J'avais parlé de ça dans une précédente émission podcasting. C'est vrai que je suis un peu embêté parce que, je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on voit à la télé, ça reste du spectacle.
très souvent, quand je vais faire des vérifications et que j'enquête, ce qu'on entend ne se vérifie pas sur le papier. C'est-à-dire que, en gros, je vais le dire autrement, mais on vous dit oui, ils se sont associés, ils se sont tapés dans la main, etc. Alors, soit je cherche mal, soit je n'ai pas les bons documents. Pourtant, je suis sur les documents officiels. Là, on a Rousseau-Olivier, président de la société depuis 2018. Donc, ça correspond. Et il n'y a rien, quoi. Je veux dire, dans les statuts de l'entreprise, on ne voit pas Tony Parker. Il y a eu un acte, pour être tout à fait transparent, voilà, le 28/8/2023. Je l'ai téléchargé, mais il n'y avait rien de particulier à l'intérieur. J'ai trouvé aussi une augmentation du capital social en 2022, me disant que peut-être ça aurait pu être cela. Mais là aussi, il n'y avait rien de particulier à l'horizon. Donc, c'est compliqué pour moi de dire ces mots-là, mais je me dis que parfois, qui veut être mon associé, ça reste de la télévision dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que on vous dit à la télé, oui, ils ont investi, mais ils n'ont peut-être pas investi en fait. Bon, je ne vais pas critiquer, je ne suis pas là pour ça. De toute façon, l'émission te transfère des valeurs et des apprentissages qui sont essentiels pour toi, pour les affaires, pour l'argent, pour la réflexion. Comme l'a dit Marc Simoncini, moi aussi j'ai cru qu'il allait dire non. Mais je veux que tu entendes quelque chose qui est hyper important sur la fin de cette émission. Certains pourraient dire, ouais, tu te rends compte, il est parti à 2 millions d'euros de valo, et il cède des parts pour finalement une valorisation à 500 000 euros. Donc, il a baissé de 4 fois la valeur initiale. On pourrait même dire, certains, les plus vulgaires, diront, il a baissé la culotte, tu vois, façon de parler, mais tu comprends ce que je veux dire. Je ne vois pas du tout les choses comme ça. En fait, je pense personnellement qu'il y a un énorme problème avec l'argent dans ce pays. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que dans une société, par exemple, comme ILA, c'est-à-dire FlyCup, l'argent, on s'en fout. La présence de son système dans tous les stades du monde finira par lui apporter de l'argent parce qu'il a le bon associé. Et parfois, tu as des gens, et je vais même te dire autrement, et ça va peut-être te choquer, il aurait pu s'associer gratuitement avec Tony Parker. Je pense qu'il aurait pu donner ses parts gratuitement avec Tony Parker parce que la valeur de ce qu'aurait amené ou de ce qu'amène Tony Parker est largement compensée par les parts qui auront été données en échange. Il faut que tu arrives à comprendre qu'en fait, l'argent n'est pas au centre de tout et qu'il y a des gens qui ont, au-delà de l'argent, des compétences qui se monnaient. Quelqu'un qui a une notoriété, ça a une valeur. Qui va avoir une bonne image de marque, qui la posera sur ton produit, ça a une valeur. C'est d'ailleurs pour ça que tant de marques payent des personnalités pour prêter leur marque à leur image ou leur image à l'image de marque de la personnalité qu'ils ciblent. Parce que la personnalité en question touche précisément la cible qu'essaye de lever, d'atteindre la marque en question. Et là, c'est le cas. Il veut être dans tous les stades, dans tous les points sportifs du monde. Tony Parker, c'est un des sportifs les plus connus au monde. La boucle est bouclée. Donc, faut arrêter de dire « oui, il a baissé son prix ». C'est vu négativement. En fait, ce qui me dérange, c'est quand tu baisses ton prix, c'est vu négativement. Moi, quand je vends mes biens immobiliers, je baisse les prix en fait. Je baisse jusqu'à ce que je vende. Quand je vends, j'aime vendre vite. Parce que comme je sais déjà ce que je vais faire avec l'argent, je sais surtout l'argent que je perds à ne pas avoir mon argent tout de suite. Ça me fait rire parce qu'il y a des gens des fois qui me disent « oui, tu aurais pu attendre, entre guillemets, plus longtemps pour avoir plus d'argent ». Mais rien ne te le prouve en fait. Oui, tu peux attendre plus longtemps pour avoir plus d'argent, mais qui te dit que tu auras plus en fait? Et ça, les gens ne comprennent pas. En fait, les gens, ils veulent payer le moins possible et avoir le maximum possible. Mais tu sais quoi, ça n'existe pas. En fait, ce que tu vises, c'est savoir quoi faire de ton argent pour le dupliquer. C'est le mot qui me vient, mais en gros, moi, je récupère mon argent, tu vois. Là, par exemple, je suis sur un projet où je pense que je peux doubler mon argent tous les 5 à 10 ans. J'ai trouvé un nouveau marché immobilier où la valeur des biens double à coup sûr sur une période de 10 ans et peut-être un petit peu moins. Donc, je veux y aller. Donc là, j'ai pris mon argent sur un marché où la valeur est en train de baisser. Je suis en train de sortir pour mettre mon argent sur un marché où la valeur est en train de monter. C'est normal, c'est de l'arbitrage. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que je m'en fous de perdre un peu d'argent sur un marché qui est baissier parce que tout le temps que je passe pas sur le marché qui est en train d'avoir le vent dans le dos et de pousser, c'est de l'argent que je perds encore plus. Tu comprends? Et ça, il faut arriver à l'entendre. En fait, quand tu sais faire, quand tu sais quoi faire de ton argent, tu ne perds pas d'argent. Par contre, tu perds de l'argent à pas l'avoir tout de suite en fait. Bref, tu y réfléchiras, mais le message que j'essaye de te faire passer, c'est d'arrêter de penser négativement. Et c'est pas parce que tu négocies et que tu baisses et que, a fortiori ou a priori,
Il semble que tu aies perdu de l'argent, que tu as réellement perdu de l'argent. Parce que c'est ce que tu fais avec ton argent qui va faire que tu en perdes ou que tu en gagnes. Et là, il n'a pas pour moi baissé le prix de sa boîte. Il a fait rentrer le meilleur associé qu'il pouvait faire rentrer dans sa boîte. Et ça vaut toutes les baisses du monde, tous les prix du monde. Ça vaut énormément d'argent, beaucoup plus que ce qu'il a concédé à Tony Parker. J'aurais fait la même chose. Et je pense que s'ils se sont réellement associés, et je le souhaite, parce que je n'ai pas vraiment envie de savoir la vérité, je suis certain qu'ils vont faire beaucoup d'argent ensemble et c'est ce que je leur souhaite. Like, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait au podcast de Immobilier Compagnie. Laisse-moi un commentaire et des étoiles là où tu m'écoutes ou alors prends le téléphone d'un ami, abonne-toi sauvagement à l'émission. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!